What's up tout le monde et bienvenue sur l'MVP de Performance Podcast. Aujourd'hui, on parle de vos méthodes d'entraînement de la puissance préférée, haltérophilie, saut avec wall broad jump, vertical jump, lancer de ballon. Mais comme réellement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi un joueur de football ferait ça pour devenir un meilleur athlète sur le field? Est-ce que le but c'est de build ton max power ou c'est autre chose? De quelle façon est-ce que j'entraîne ma puissance? Puis je sais que je suis efficace et que je fais du progrès si j'ai pas accès à des technologies comme un device pour tracker la vitesse de ma barre. Stay tuned, parce que vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et que c'est quand même accessible. Alright, fait que pour faire suite à notre conversation des dernières semaines sur l'entraînement de la force, sur le VBT, aujourd'hui on va parler d'entraînement de power. Fait que c'est quoi le power, c'est quoi la force, où est-ce que ça s'intègre dans un entraînement pour un joueur de foot? Honnêtement, c'est une conversation que j'ai hâte d'avoir parce que c'est pas le type d'entraînement avec lequel je suis le plus familier. Fait que je pense que je vais en apprendre beaucoup à travers cet entraînement-là. Peut-être pour partir, bam, en ce moment, de quelle façon est-ce qu'il y a un temps dans l'année pour entraîner le power? Est-ce qu'en ce moment, c'est le temps d'entraîner le power ou c'est quelque chose que tu fais tout le temps ou jamais ou I don't know. L'idée là, avec qu'est-ce que tu dois entraîner à quel moment dans l'année, c'est que du moment que tu sais qu'est-ce qui est important pour ta performance au football, ton max strength, ton power, ton speed, tu ne veux pas négliger aucune de ces qualités-là à n'importe quel moment dans ta préparation physique, off-season, puis même in-season. Okay? Parce que le modèle classique de périodisation, la stratégie classique qu'on voit beaucoup dans les livres, qu'on voyait beaucoup avant, c'est un mode de progression qu'on appelle linéaire, où est-ce qu'on va partir à la base de nos qualités. Donc, par exemple, force endurance, puis qu'on va monter tranquillement vers des choses qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus rapides. On va faire un bloc de force, suivi d'un bloc de power, suivi d'un bloc de speed. Ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est qu'en travaillant de cette façon-là, quand tu fais un bloc qui est entièrement dédié, par exemple, au power ou au speed, ben, tu as le temps de perdre un peu de force max. Donc, de bloc en bloc, tu retiens pas tes qualités. Tu n'as pas un maintien qui est fait. Fait comme ton power, si tu juges que c'est important, il faut que tu l'entraînes à l'année. Okay? Que ce soit d'une façon plus intense ou plus importante dans un de tes blocs d'entraînement ou moins importante, mais il faut que tu t'en fasses un peu à chaque, peu importe à quel moment dans l'année. Après ça, si toi, tu veux mettre plus l'emphase sur cette qualité-là à un certain moment dans l'année, je te dirais que ça va dépendre principalement de toi, tes qualités, et toi, qu'est-ce que tu as besoin. Donc, je te donne un exemple. Si j'entraîne un athlète qui a déjà vraiment des hauts taux de force, OK? Qui est fort, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, il est capable de générer beaucoup de force, ben, cet athlète-là ne va pas nécessairement bénéficier pour... Essaies-tu de dire comme toi, Marc? T'es vraiment pas le premier exemple. So, par exemple, Marc, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Il a il a une bonne force. Overall, il est capable de bouger une bonne masse. Il est capable de recruter un bon nombre de fibres musculaires. Ben, probablement que pour lui, de passer l'hiver à encore faire de la force pour aller chercher juste un petit peu plus de force, on va tomber dans le land of diminishing returns. Donc, pour toi, Marc, peut-être que tu bénéficierais pas mal plus de générer de la force, mais à plus haute vitesse, ou, autrement dit, de travailler sur ton power. Donc, ça va dépendre d'une part de l'individu puis d'où est-ce qu'il est rendu. Inversement, si quelqu'un, ça fait pas très longtemps qu'il s'entraîne, ses niveaux de force sont ordinaires, moins hauts, ben lui, de gagner de la force, va augmenter son power anyway. Fait que l'idée, c'est de trouver c'est quoi le low-hanging fruit, miser là-dessus en premier. Mais sans jamais négliger aucune qualité que tu sais qui est importante pour ton sport. Mm-hmm. Je suis comme débattu dans ma façon de penser à ça, puis peut-être tu m'aideras à clarifier mes idées. La première chose que je me dis, c'est ce que tu me dis présentement fait vraiment du sens en termes de, je te donne un exemple, en ce moment si en ce moment la priorité est de faire de la force, mais tu devrais faire un petit peu de power, peut-être, je donne un exemple, quelque chose des sauts, quelque chose de power en début de session, tu suis avec un bloc de force qui est peut-être un plus gros pourcentage de ta séance,
Puis tu finis avec des accessoires d'hypertrophie si c'est aussi un besoin ou quelque chose que tu veux maintenir. Puis la façon dont je le vois dans ton explication, c'est que on va dire sur un bloc une période de 60 minutes, mais c'est juste la répartition des acquis ou de la répartition des skills ou des qualités que tu vas répartir de façon différente à travers ta séance selon ce qui est important. Fait en ce moment, le power serait le plus important, mais peut-être qu'on aurait 30 ou 40 minutes de power avec un petit peu de force et d'hypertrophie. Enfin, c'est ça la chose la plus importante pour un athlète qui est déjà fort, par exemple, qui est déjà gros, qui est déjà fort, versus quelqu'un qui serait plus petit, serait un petit bloc de power au début, gros bloc de force / moitié-moitié hypertrophie, dépendamment de son besoin. Fait que c'est comme ça que ça va être réparti en termes de volume et de temps dédié à l'entraînement. Make sense? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis ça, c'est l'idée pour le bulk de ton off-season, surtout tôt dans le off-season. Donc, l'idée, c'est de travailler sur tes limiteurs personnels, où est-ce que toi, tu as le plus d'improvement à faire qui va t'aider le plus possible au niveau de tes performances. Okay. Plus que tu vas te rapprocher de la saison. Fait que moi, personnellement, c'est comme ça que je gérais l'hiver au complet. Plus tu vas te rapprocher de la saison, fait que peut-être pour le off-season d'été, ben, tu veux garder un peu le même mindset, OK? Mais tu voudrais quand même qu'il y ait une plus grosse partie de ton training qui est dédiée à essayer de faire le bridge entre l'acquisition de tes nouvelles qualités athlétiques. J'ai travaillé sur mes limiteurs, mais maintenant, il faut que je sois capable de les transférer sur le field quand même. Donc, passer quand même une partie de l'été sur des mouvements que tu sais qui vont avoir un plus haut taux de transfert sur le field que tout ce que tu as fait dans ton off-season d'hiver. OK? Puis par la suite, pour le transférer sur le field, il va quand même falloir que tu pratiques ton sport. Il n'y a rien de plus spécifique. La seule chose qui est vraiment spécifique en entraînement, c'est ton sport. Tout ce que tu vas faire en training, ça reste une forme de préparation physique générale. Okay? Quand je dis d'essayer de faire le transfert, c'est juste d'essayer de faire le bridge entre les deux, mais ça reste quand même dans la sphère de la préparation physique générale. Là. On peut pas vraiment être spécifique autrement qu'en faisant son sport. Puis, le plus spécifique que tu peux être, c'est de cibler des qualités précises. Ouais, mais rapidement, quand tu parlais des trucs qui se transfèrent mieux au sport, des trucs qui sont plus spécifiques, veux-tu me donner des exemples de qu'est-ce qui serait plus spécifique, plus transférable, peut-être? C'est quoi l'idée de devenir plus fort, Matt? Ou d'avoir plus de puissance dans le gym? Mettons, de devenir plus fort au deadlift et au squat, puis de cleaner plus fort, donc d'avoir plus de puissance. Ouais. Tu veux dire par rapport à un joueur de football? Ouais. Pourquoi un joueur de foot bénéficierait de ces choses-là? Probablement pour être plus fit, plus vite, plus explosif, meilleure accélération, meilleur impact au contact, ainsi de suite. Yeah. So, juste pour reformuler ce que tu as dit, c'est pour assister ces mouvements sportifs. Okay? Ouais. Donc, c'est le but de devenir plus fort, c'est pas d'être plus fort, c'est d'être capable d'aller chercher un meilleur recrutement de fils musculaires dans un mouvement sportif. Donc, tu as parlé de vitesse, tu as parlé d'impact, poursuite, un QB, lancer un ballon, autre. Fait idéalement, tu veux retrouver des mouvements qui vont se rapprocher le plus possible des mouvements sportifs que tu vas faire sur le field sans nécessairement que ce soit une pratique de football. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en préparation physique qui est hyper simple, qui on sait que ça va se transférer sur le field, mais c'est une plus grosse proportion de speed training, plus grosse proportion de changement de direction ou d'agilité en team training. Ça va être une plus grosse proportion de mouvements explosifs, des sauts, etc. Donc, ça va être plus, tu vas te rapprocher d'un mouvement athlétique qui va être comme tu vas bouger personnellement sur le field. Plus que tu vas passer de temps à pratiquer ces mouvements-là, isolés, en dehors du gym, ben, ça va être beaucoup plus facile après ça de le transférer sur le terrain. Je veux dire, si tu veux devenir plus vite sur le field, ben, et que tu fais juste lever des poids, puis qu'après ça, tu s'en vas faire ta pratique de foot ou tu rentres dans ton training camp, ben, ça va être pas mal plus dur que tu gagnes du speed que si tu prends le temps de travailler sur ton accélération, sur ton top speed, sur ta vitesse linéaire quand même. OK. Mais par là, tu veux pas nous dire, puis moi c'est un peu ça la question, peut-être que je l'ai mal formulée, mais tu veux pas nous dire, exemple, un mouvement dans le gym rendu à l'été qui ressemble à ton mouvement sur le terrain. Tu sais, je sais pas moi,
mouvement qui vient mimiquer un form de tackle ou de puncher, tu sais, un lineman qui vient faire un punch ou est-ce que pour toi ça c'est sport spécifique? Parce que dans ma vision Il y a- des choses, there's no such thing as sport specific dans un gym, là. Je veux dire, non, il n'y a pas de sport spécifique dans un gym. Ce que tu peux faire, c'est cibler des qualités ou des modes de contraction, si on veut, qui vont être plus faciles à transférer dans des mouvements athlétiques. Fait que, si on regarde un mouvement athlétique, un saut, un sprint, prendre un contact, ça se fait tout à une vélocité qui est pas mal plus haute que ce que tu vas avoir dans le gym. 100%. Mettons, tu faisais ton VBT là, pour le squat. C'est quoi le plus vite que tu bougeais sur un squat? Je sais pas moi, 1,4 mètres secondes. Un bon sprinter, quelqu'un qui a une bonne vitesse top speed, va être capable de bouger à environ 9-10 mètres secondes. Fait Ça que n'a rien on à voit que voir. c'est comme, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis même si je suis un mauvais sprinter puis que j'atteins 5 mètres secondes sur le fil, là, ce que je pense qui arrive très fréquemment, ça n'a C'est rien à 3 fois voir. plus, là. 3 fois plus C'est que ce que je vraiment faisais plus. avec une charge sur les épaules. Exact. Là où est-ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est dans le gym, on peut quand même cibler des types de mouvements, comme j'ai dit, qui vont supporter plus aisément les mouvements athlétiques. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est à quelle vitesse est-ce que je bouge les charges? Est-ce que je peux les bouger plus rapidement? Est-ce que je peux bouger avec plus de vitesse? Est-ce que quand je fais un mouvement dans le gym, est-ce que je suis tout le temps crispé, contracté? Parce que un des éléments hyper importants des mouvements athlétiques, c'est qu'une contraction est toujours suivie d'une relaxation. Ton muscle est tout le temps dans un état cyclique de produire de l'énergie, relaxer. Quand je sprint, par exemple, j'ai un push, je relaxe. C'est une des qualités qui sépare les grands athlètes des moins bons athlètes, c'est leur capacité à relaxer leur contraction musculaire rapidement plutôt que de garder la contraction. Mais si toi, dans le gym, tu t'habitues juste à grind tes reps, tu travailles en force max, puis tu descends lentement, puis tu montes lentement, ben, tu te conditionnes d'une certaine façon à toujours être dans ce mode de contraction-là. Fait que tu peux pas espérer transférer une force que tu as travaillé de cette façon-là, lentement, dans un mouvement qui est hyper rapide sur le fil. Mhm. Okay? Je comprends. Fait que si tu veux t'aider, puis moi, la façon que j'entraîne mes athlètes, c'est plus on se rapproche de la saison, plus on met de l'emphase sur bouger rapidement, sur des mouvements cycliques qui demandent une relaxation rapide, suivie d'une contraction rapide, des excentriques rapides, des mouvements plus élastiques, plus de sauts, des types de mouvements comme ça. Mais OK. c'est pas sport spécifique. C'est juste pour Mhm. m'aider à faire le bridge. Le seul truc que je vais faire qui va être sport spécifique, ça va être ma pratique de mon sport. Ça va être mon sport. Ouais, 100%. Puis l'autre question que j'avais peut-être avant qu'on se lance dans comment entraîner la puissance, moi, c'est quand on parle d'entraînement puis de toujours avoir une certaine partie dédiée à toutes les qualités, si on veut, ou peu importe, est-ce que ça, c'est pas ce qu'on appelle le fameux kitchen sink method qu'on essaie de tout faire puis finalement on n'achieve rien parce que notre demande est trop répartie à travers un paquet de paquets de qualités ou un paquet de demandes qui sont différentes. Là, ça devient difficile pour notre corps à apprendre ou on a comme pas assez de tout pour réellement avoir un impact. Comment tu... Hum, ouais. Ben, il y a différentes façons de le faire. OK? Soit tu le fais en dédiant des séances précises à des qualités similaires dans ta semaine. Donc, par exemple, tu pourrais aller au gym 3 fois semaine. Tu sais que tu as besoin de travailler ta force max ou ton power. Ben, tu peux avoir 2 séances où est-ce que tu vas faire la force max ou du power. Puis dans ton autre séance, tu vas maintenir ta masse musculaire avec un peu plus de high rep. Fait que tu peux le faire par séance comme ça. Si toi, ça t'inquiète vraiment que tu travailles plusieurs qualités dans une séance, mais honnêtement, puis on le voit plus en plus avec le trend du hybrid athlete. On le voit plus en plus avec les athlètes style de CrossFit. Les athlètes de CrossFit, ils font chacun de leurs trainings, là, c'est des WOD. Okay? Dans leur WOD, ils vont des fois avoir de la force max, des fois des mouvements en puissance, des fois ils vont avoir du jogging, ils vont avoir des handstand walk, ils vont avoir des mouvements qu'ils vont faire 100 fois, puis des mouvements qu'ils vont faire 5 fois avec des charges qui n'ont pas de bon sens. Ouais, Puis comme, c'est une preuve vivante que tu peux avoir un training hybride, puis tu peux stimuler plusieurs systèmes dans ta planification à l'année longue, c'est bien les athlètes de CrossFit. 100%, c'est vrai. Puis c'est bien les athlètes de CrossFit. Mais comme même dans une séance, là, si tu te dis, OK, je vais travailler
un peu de force, beaucoup de power, puis un peu d'hypertrophie. Mais comme nous, on a peut-être l'impression que c'est des qualités qui sont vraiment éloignées. Mais tu vas travailler à quelque part entre 20 secondes puis 60 secondes d'effort. Est-ce que c'est si différent de ça d'un point de vue physiologique et musculaire? Pas tellement. C'est pas comme si je te disais, va courir un 10 km, puis après fais ton one rep max. Là, on est vraiment plus opposé dans les qualités qu'on fait. Puis même là, tu peux le répartir dans ta semaine et être capable d'être un bon coureur de fond et avoir une bonne force. Ça se fait. Ouais. C'est pas comme les fameux mythes là, que les adaptations en endurance viennent concurrencer les adaptations en force. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vraie raison de pourquoi tu n'es pas capable de gagner autant de force si tu t'entraînes en endurance, c'est probablement parce que, overall, tu as une réserve finie d'énergie. Okay? Tu as une réserve maximum de stress duquel tu vas être capable de récupérer. Mais si tu mets tout dans ton training d'endurance, ben, tu n'as juste plus assez d'énergie pour récupérer du reste de ton training. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Parce que c'est un peu comme dire que tu peux pas utiliser tes gras comme source d'énergie et en même temps que tes carbs comme source d'énergie. Ouais. C'est des pathways qui se font instantanément dans ton corps. C'est pas une histoire de OK, ça prend une journée avant que switch from keto to brûler les carbs. C'est des processus physiologiques qui se passent dans l'instant de plusieurs milliers de fractions de secondes. C'est des questions de millisecondes. Okay? Et au même niveau que tes adaptations que tu vas avoir, puis il y a probablement des coachs qui ne seront pas d'accord, mais moi, je garantis que c'est pas un gros concern pour toi de dire que tu vas travailler low reps au début de ta session, puis high reps à la fin de ta session. Puis je veux dire, même eux qui sont hyper concernés par leur force max, aka les powerlifters, vont faire ça dans leur training. Westside Barbell, c'est ce qu'ils font. Ils commencent leur séance avec quelque chose de plus haute intensité, puis leurs mouvements d'accessoires sont plus basse intensité, plus de reps. Ouais. Puis même si théoriquement, on travaille sur le classique low reps, strain, high reps, hypertrophie, ton corps, est-ce qu'il fait réellement une si grosse distinction pour dire à partir de 10 reps, laisse faire, tu as déjà fait 5 reps avant, là, je refuse de m'adapter. Non, t'as raison. C'est pas. C'est juste. Il faut se demander de où est-ce que ces idées-là viennent, puis se dire, OK, de quelle façon mon corps s'adapte réellement à ça. Moi, ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que si tu décides de travailler plusieurs qualités différentes dans une session, qui se supportent entre elles, si on veut, là, donc par exemple force puis hypertrophie par la suite, ben, dans quel ordre est-ce que tu vas faire les mouvements? Parce qu'au début de ta session, tu vas être plus fresh, tu vas être capable de générer plus de force, ton système nerveux va être plus fresh. Ben, est-ce que c'est avantageux de faire ta force ou ton hypertrophie en premier à ce moment-là? Puis par la suite, si le but de tes mouvements high rep, c'est de stimuler un gain de masse musculaire, ben, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est grave, même si je mets un peu moins lourd, parce que je suis un peu moins fresh, parce que j'ai fait de la force avant? Puis la réponse est claire, dans le sens que fais tout ce qui est high speed, tout ce qui est high intensity, tout ce qui demande un haut taux de coordination tôt dans ta séance. Puis plus tu avances, plus tu veux bouger vers tes mouvements qui sont, qu'on va dire, un peu plus accessoires, un peu plus isolés, ou plus faciles à faire. Ou basically, tu vas faire ton strain and power tôt dans ta session, puis un peu plus tard, tu vas faire tout ce qui est un peu plus high rep, long ISO ou whatever. OK. Cool. À partir de là, comment tu entraînes la puissance? C'est quoi les bases de l'entraînement de la puissance, si on veut? Yeah. So, je vais répondre à la question, mais je vais commencer en disant que c'est pas nécessairement la bonne question. Un peu comme sur l'épisode de la force, la première chose qu'on s'est demandé, c'est quelle adaptation que tu veux aller chercher en t'entraînant en force pour un joueur de foot. Puis à ce moment-là, on avait dit que l'idée de l'entraînement en force, c'est simplement d'aller chercher un plus grand recrutement de fibres musculaires, puis d'être capable à ce moment-là d'utiliser plus de masse ou de le faire de façon plus coordonnée pour générer plus de force dans n'importe quel mouvement. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de
entraîner la force. C'est d'aller chercher les adaptations que l'entraînement en force peut nous donner. Puis en puissance, c'est encore plus important de se poser cette question-là, parce que ça va vraiment impacter puis modifier notre vision qu'on a de l'entraînement en puissance. Puis l'idée de la puissance, c'est d'augmenter la vitesse de contraction de nos fibres musculaires. Okay? C'est l'idée principale. C'est l'idée principale. Oui, tu peux aller chercher un plus grand recrutement de fibres musculaires, comme avec l'entraînement en force. Il y a certaines adaptations qui vont comme se chevaucher là, au niveau de l'entraînement de force et l'entraînement de puissance. Mais la grosse différence entre l'entraînement en force et l'entraînement en puissance, c'est la vitesse de contraction de tes fibres musculaires. Un mouvement en puissance demande une contraction beaucoup plus rapide ou une production de force plus rapide. La clé est là pour différencier la force et le power. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans l'entraînement de l'un ou l'autre. OK. Puis même, d'ailleurs, il faut garder en tête qu'un entraînement en force peut augmenter ta puissance, puis un entraînement en puissance peut augmenter ta force, et vice-versa. Dépendamment de ton niveau, si toi, tu es un athlète, par exemple, qui a très peu de force, mais tu t'entraînes en force, comme on l'a dit plus tôt, ça peut augmenter ta puissance. Si tu es un athlète qui est inversement, qui n'a pas beaucoup d'expérience d'entraînement, mais tu peux faire un entraînement en puissance, puis ça peut augmenter ta force max aussi. C'est rendu dans pour des personnes qui sont vraiment avancées, vraiment avec des plus grandes expériences, que là, t'entraîner en puissance aura peut-être un impact minime sur ta force, par exemple. Probablement, mais tu sais, je veux dire, tu peux prendre de la force dans un paquet de façons. Fait que si mettons, t'entraînes ton squat en power, ben juste par le fait que tu répètes le mouvement, peut-être que tu deviens plus coordonné dans le mouvement de squat. Absolument. Ça se peut que tu prennes de la force aussi. Et, donc, au niveau de la puissance, la puissance, c'est quoi la formule de la puissance, Marc? La puissance, c'est la masse fois la vitesse. Ou la... La force, c'est la masse fois l'accélération. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Okay? Donc, si tu as un mouvement si tu lèves une charge, par exemple, ben, tu vas la lever avec une certaine vitesse. Okay? Si tu augmentes la vitesse à laquelle tu bouges cette charge-là, tu vas avoir un meilleur power output. Si tu bouges une charge à la même vitesse, mais de plus en plus lourd, tu vas avoir un meilleur power output aussi. Okay? Mais comme, en ayant dit que l'idée de l'entraînement de la puissance, c'est pas nécessairement d'augmenter ton wattage max ou ton max power. L'idée, c'est plus d'améliorer ta vitesse de contraction, d'être capable de produire une force, une certaine quantité de force plus rapidement. Au niveau de l'entraînement de la puissance, tu n'as pas besoin de calculer et de savoir exactement c'est quoi ta puissance max. Tu n'es pas obligé de prendre un tracker de vitesse, par exemple, pour calculer la vitesse de ta barre et pour savoir exactement c'est quoi le wattage max que tu as produit. C'est vraiment secondaire dans l'idée de comment entraîner la puissance. Donc, si ton but, c'est soit d'augmenter ta puissance en augmentant la vitesse de ton mouvement, ben, la façon la plus simple que tu peux faire, c'est tu vas prendre une charge, qui va se trouver anywhere entre 40 et 80% de ton max. Fait qu'il y a quand même un gros range. Mettons, on va dire 60% juste pour être pile dans le milieu. Pendant 4 semaines, tu vas faire 3 séries de 5, par exemple, sur ton mouvement, et tu vas essayer de bouger de plus en plus vite la même charge. Fait que tu ne progresserais pas la charge. Tu essaierais de progresser la vitesse, par exemple. Exactement. Fait que tu essaierais de progresser la vitesse. Tu essaierais à chaque training, tu essaies de bouger de plus en plus vite la charge au travers de tes séries. Puis si de la semaine 1 à la semaine 4, tu réussis à bouger en moyenne 0,3 mètres par seconde plus vite ta barre, par exemple, tu vas avoir augmenté ta puissance. Puis une des adaptations qui va être hyper intéressante pour un athlète qui va s'être produit dans ton corps, c'est que ta vitesse de contraction va être plus grande. OK. Sur ça, c'est la façon la plus simple que tu peux entraîner ton power. Puis réellement, comment tu le sais? Je te donne un exemple. On va prendre un exemple vraiment simple avec le squat, par exemple.
Euh, je fais du squat. Aujourd'hui, je mets 2 plates sur mes épaules. Je le bouge le plus vite possible pour 4 Mhm. reps. Mhm. La semaine prochaine, je reviens, je mets 4 plates sur mes épaules. Je le bouge le plus vite possible pour 4 reps. Mhm. Si j'ai pas accès à des outils pour mesurer la vitesse à laquelle je bouge, comment je le sais si je progresse réellement de semaine en semaine, si le poids sur la barre est le même, si mon feeling est à peu près le même? Mhm. Pour un mouvement avec un range of motion fixe, donc un squat, un bench, un deadlift, ça va être vraiment dur à mesurer réellement si tu ne traques pas la vitesse de ta barre. Mais tu peux y aller avec le taux de perception de l'effort. Et comme c'est vraiment moins précis, mais si tu feels que la charge est plus légère, que tu as l'impression de bouger plus vite, parce que tu as l'intention de bouger le poids le plus vite possible de semaine en semaine, ben, tu vas avoir une progression quand même. Mais si tu n'as pas les data, c'est vraiment plus dur à mesurer, effectivement. Tu le mesureras pas, en fait, parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour le mesurer. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas progressé à ce niveau-là. Cependant, il y a d'autres façons de faire qui vont me donner peut-être un peu plus de mesure. Tu sais, là, on a donné l'exemple avec une barre. OK? Puis réellement, un mouvement à puissance, pour un mouvement style un squat, ben, la vitesse sera quand même pas si haute que ça. OK? Mhm. Puis, on va juste, faut imaginer, faut se dire qu'il y a d'autres types de mouvements qui vont être hyper puissants, qui n'utiliseront pas nécessairement une barre. Puis, par exemple, tout ce qui est des sauts, tout ce qui est des lancers de balles, tout ce qui est mouvement de balistique, va être des mouvements à puissance. Qu'est-ce qui est hyper intéressant en plus des mouvements, on va dire balistiques, où est-ce que tu lances quelque chose, que le range of motion n'est pas fixe, comme un trap bar jump, lancer de med ball, un saut vertical, c'est que tu n'as pas à décélérer toi-même ton mouvement. Fait que, par Mhm. exemple, je fais un trap bar jump, la décélération, ça va être la gravité. Une fois que je vais avoir atteint l'apex de mon saut, je vais lancer un ballon. La décélération va arriver quand il y aura plus, quand le ballon va ralentir encore une fois à cause de la gravité. Donc, par exemple, versus, par exemple, un bench, ben, je suis obligé de décélérer la barre quand j'arrive à la fin de mon range of motion. OK? Fait que ces mouvements-là balistiques vont être dans un peu plus du côté speed du spectrum de la puissance, si on veut. OK? OK. Deux, Je me ramène au VBT, ouais. sur l'épisode du VBT rapidement. Tu sais, on avait déterminé qu'il y avait des zones en fonction des pourcentages Mhm. de la charge que tu vas utiliser. Mais aussi, il faut garder en tête que faut garder en tête que la nature d'un mouvement va aussi influencer s'il va être fait plus en speed, plus en max strength ou en power. OK? Fait que je veux pas, même si tu fais un speed bench, ça sera jamais réellement rapide. Ça va être plus rapide, ça va être plus puissant. Tu peux t'en servir pour augmenter la vitesse de contraction de tes muscles de upper body, mais ça sera pas si rapide que ça. Versus un Mhm. mouvement en haltérophilie, un plus grand range of motion, naturellement, il va avoir plus de vitesse. Un Mhm. hand clean versus un snatch, ton snatch va se faire à plus haute vitesse. Parce qu'il y a Un lancer de il ballon, y a plus de range of motion, il y a plus de terrain à couvrir, plus de capacité, plus de durée, si on veut, d'accélération à travers le mouvement. ouais, c'est un bon rule of thumb. Là. Je veux dire, ça va dépendre du mouvement aussi. Là. Ça va dépendre précisément du mouvement, mais normalement, la plupart du temps, quand il y a un plus grand range of motion, il va avoir plus de vitesse. Puis finalement, ben, un vertical jump va avoir plus d'amplitude de mouvement qu'un squat. Donc, tu vas pouvoir l'accélérer plus. Lancer de ballon va avoir plus de énorme, énorme, énorme. Ouais, ouais, Ce ouais. qui est le plus pur speed, c'est ton sprint. OK? OK. Fait que le but du power, c'est un peu de faire le bridge entre ta force puis amener ça tranquillement plus vers un mouvement de speed. Ça Ouais. aussi, tu veux mesurer. Si tu as un gain en power, réellement, ben, plus facilement, plutôt sans mesurer ta vélocité. Il y aurait deux façons. La première, c'est que tu prends un mouvement balistique, tu essaies de voir est-ce que je suis capable de couvrir plus de distance avec mon mouvement balistique. Fait que, par exemple, vertical jump, est-ce que je suis capable de sauter plus haut? Oui. Ah, good, tu as amélioré ton power.
Veux-tu Broad jump, veux-tu saute plus juste loin. nous expliquer La c'est majorité quoi un des balles. mouvement balistique en général, juste pour qu'on ait toute la même définition, que ce soit clair pour tout le monde? Un mouvement balistique, c'est un mouvement que tu n'auras pas à décélérer. Ok, C'est that's it, tout. that's all. That's it, that's all. That's it, Ouais. that's all. Fait que, par Est-ce exemple, que un est-ce que saut, un un lancer de high balle. pull que tu laisses tomber la barre, mettons, c'est un mouvement balistique? Euh, Moi, je le mettrais dans cette catégorie-là, mais je pense que dépendamment à quel coach tu vas demander, il va peut-être pas dire que c'est un mouvement balistique. Mais moi, je Un le mettrais dans cette trap bar jump pourrait être vu comme un mouvement balistique, tu laisses la barre trap tomber. bar jump est absolument balistique. L'histoire avec le high pull, c'est que ton range of motion est quand même limité. Tu peux pas monter la barre plus haut que Que où est-ce que l'infini. tes Ouais, coudes ouais, et tes ouais. mains vont te le permettre. Ok. Fait que c'est là la distinction. Ok. Peut-être. Ok. Mais Fait que balistique veut pas juste dire mouvement body weight ou mouvement. non, pas en tout. Non, non, pas en tout. C'est un mouvement qu'il n'y a pas de décélération. Mhm. C'est un mouvement que tu accélères all the way through. Puis que la décélération, ben, ça va être la friction de l'air ou la gravité. Lancer un. Tu sais, ça pourrait être lancer un ballon de foot, c'est un mouvement balistique. Faire un chest pass avec un med ball, c'est un mouvement balistique. Faire un Yeah. broad jump, c'est un mouvement Yes. balistique. Ouais. Ainsi de suite. Ainsi de Ok. suite. Ainsi de suite. Cool. Tu pourrais faire. J'ai vu du monde faire ça, puis moi, perso, je ferais jamais ça. J'avais trop peur de me drop la barre sur la tête. Là. J'ai vu du monde faire des barbell bench throw. Fait qu'ils prennent la barre, puis J'ai ils vu la ça. lancent le plus fort possible. Mais t'es crazy, moi, je ferais jamais ça. Tu vois, cette Faut semaine, mieux. quand on s'est revu au gym, je pensais c'est ce que tu me disais que tu allais faire. Tu me disais, tu sais, je vais lâcher la barre. Puis tu voulais lâcher la barre un peu dans Ouais. l'excentrique. Moi, je pensais que tu parlais de faire un bench throw. Puis là, j'étais comme, en plus, il y a des bandes sur ta barre. Là, ça va revenir vite. Non, hey, juste, ça, c'est quand même un quick tip vraiment intéressant parce que on a dit que la vitesse de contraction était importante pour ton power, mais la vitesse de ton excentrique peut apporter des adaptations vraiment intéressantes aussi. Fait que si tu es capable de descendre une charge vite puis renverser la motion rapidement de façon élastique, ça peut être vraiment intéressant aussi. Puis ce que j'essayais de faire sur mon speed bench, c'est de relâcher le plus possible toute la tension musculaire que j'avais au niveau du upper body pour quasiment la barre rapidement vers moi. Puis lorsque j'arrive au dernier peut-être 10 cm, que là, je renverse la motion le plus vite possible pour voir Hmm. si ça allait augmenter la vélocité de ma barre. Ok. Fait que j'essayais plus de relaxer dans Ouais, l'idée de faire suivre une contraction rapide après une période de relaxation je comprends. Je musculaire. comprends. Ok. Fait que j'allais pas lancer la barre, t'es crazy, t'es crazy. J'ai déjà vu ça. Je veux dire, je l'ai déjà J'ai déjà vu. vu ça aussi. J'ai déjà vu des chin-up où est-ce que le monde se lançait quasiment en faisant leur chin. Il faut être quand même puissant là, pour se lancer en faisant un chin-up. Là. Mais Ouais. je veux dire, je l'ai déjà vu. Tu sais, il y a plein de mouvements comme ça qu'on voit où est-ce que c'est de pousser ça peut-être à un autre niveau sur certains trucs. Là. Fait que, J'ai vu des landmine press throw, ça, je qui serais là, pas c'était dans. peut-être plus safe, ou est-ce que ton partner attrapait la barre pour toi et te la redéposait dans les mains. Ah, ok, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est des mouvements balistiques. Mais comme, faut juste pas oublier que balistique veut pas dire que tous tes mouvements balistiques vont être faits à la même vitesse. Ben non. Un broad jump, un vertical jump doit quand même être fait plus rapidement que si tu lances une barre de bench. Ouais, 100%. Fait que ça dépend de la nature du mouvement quand même. Mhm. Ok. So, si tu n'as pas ce qu'il faut pour mesurer la vélocité de ton mouvement, ben, prends un mouvement balistique comme pour être la mesure de ton projet. Le Mhm. plus simple, là, c'est un broad jump. Soit en longueur, parce que tu n'as pas besoin de rien pour calculer la distance que tu fais, à part d'un galon à mesurer jaune, là, un bon vieux tape de construction. À la limite, tu déposes un cône, une casquette, où est-ce que t'as atterri, puis tu sais, tu le sais, là. Puis tu mesures la distance que tu as Mhm. sauté. C'est le plus simple. C'est le plus simple pour être, parce que je veux dire, tu pourrais mesurer la distance que tu lances un mètre ball aussi Ouais. sur un terrain de foot, puis là tu check rapidement, ok, la balle est tombée à 20 verges. Ah, cool, il y a un mois, la balle a tombé à 17 verges. Tu as pris du Mhm. power. Mhm. Tu as pris du power. Une autre façon vraiment intéressante de voir, si tu prends de la puissance, c'est de faire, tu pourrais t'entraîner et dire, ok, j'ai 20 secondes. Dans mon 20 secondes, je vais faire le maximum de reps avec la même charge. Puis là, à Ok. ce moment-là, c'est un mouvement que le range of motion est fixe.
si tu réussis à faire une ou deux reps de plus, ben, tu peux être confiant et dire, OK, j'ai bougé plus vite. Ma vélocité était plus haute. Parce que dans le même intervalle de temps, j'ai eu le temps de faire plus de reps. Ça ne marcherait pas pour un mouvement balistique parce que là, si tu as plus de power, tu vas sauter plus haut, tu vas perdre plus de temps. Ouais. Fait que là, on serait peut-être plus dans le power endurance, mettons, dans l'endurance de power si tu veux faire plus de reps en un certain nombre de temps, ou pas exactement. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par endurance, mais comme si tu bouges 20 secondes max de rep en 20 secondes, t'es pas dans le power endurance. Là. OK. 20 secondes, c'est pas endurant. Là. Mhm. C'est, pour moi, mais en même temps, je veux dire, c'est pas un terme que j'utilise personnellement dans mon entraînement, mais I guess Non, qu'il y a mais certaines personnes qui vont dire que de 20 à 30 secondes, t'es dans le power endurance. parce que je pose la question parce que souvent on entend souvent des tu sais, de puissance force ou de puissance en Yep. vitesse ou de puissance en endurance. Puis c'est un peu pour ça que je te posais la question. Mm-hmm. Parce que ça reste des qualités similaires, mais sur un certain spectrum à travers tout ça quand même. Mm-hmm. Écoute, rapidement, là, en une minute, la façon que je vois l'endurance puis le power, c'est que c'est deux axes différents. Donc, tu aurais un axe horizontal. À gauche, complètement, tu aurais tes mouvements avec le maximum de force pour le moins de temps possible. Fait que comment de force tu peux générer en une répétition. Puis plus tu t'éloignes de ça, plus tu tombes dans un spectrum euh, loin dans l'endurance. Je veux Mhm. dire, ça peut aller jusqu'à l'infini. Il y a du monde qui font du ultra trail pendant des heures et des heures et des heures. Là. Mais mettons, pour garder ça simple, on va dire que le mouvement le plus endurant possible que tu peux avoir, ça va être le maximum, ta capacité à répéter un effort soutenu pendant 2 minutes. Fait qu'on va dire qu'à droite, juste pour l'idée qu'à droite complètement, c'est le maximum que tu peux répéter en 2 minutes. Fait que 2 minutes, c'est ton max, même si on sait que ça va plus. Mhm. Fait que tu as entre 5 secondes et 2 minutes. Ça, c'est ton spectrum de max output puis de repeated output, ou force et capacité. Mais pour moi, la puissance, c'est un autre axe. C'est un axe vertical. Est-ce que ton endurance, tu le fais à très basse vitesse ou tu le fais à très haute vitesse? Donc, le plus bas vitesse que tu pourrais avoir, ça serait des mouvements style isométrique. Fait que je tiens une contraction isométrique pour 5 secondes, mais je génère le maximum de force, ou je tiens pendant 2 minutes en tenant une charge, puis je veux juste résister le mouvement. Mhm. Puis en speed, ben, j'aurais mon mouvement de 5 secondes où j'ai une rep, que je bouge une charge le plus vite possible, où je fais un lancer de ballon, où je fais un vertical jump, ou un broad jump, ou un sprint. Puis à droite, ben, ça serait ta capacité à répéter cet effort-là. Fait que, par exemple, OK, ben, est-ce que je suis capable de maintenir la même hauteur sur 10 sauts en hauteur? Est-ce que je suis Mhm. capable de maintenir la qualité ou ma vitesse de mouvement pendant 20 secondes? C'est plus Je comme ça, comprends. je vois. C'est plus un continuum. D'une part, max output capacité, puis de l'autre, c'est plus slow speed à high speed. Je comprends. So let's get back to ce qu'on disait. Fait que tu Ouais. pourrais, une autre façon d'entraîner ton power, tu pourrais dire, OK, en 20-15 secondes, je fais le maximum de reps de squat, par exemple, avec Mhm. une plate. Ben, si tu bouges, si tu fais plus de reps, tu as bougé plus vite, tu as pris du power. Puis après ça, ben, il faut juste que tu t'assures que le mouvement que tu prends, ben, si c'est un squat, par exemple, ben, tu vas quand même être limité. Il y a un maximum de speed que tu peux aller chercher à m'amener. Fait que, Ouais. à m'amener, il va peut-être falloir que tu changes de mouvement ou, OK, ben, à partir du moment que je fais 20 reps de squat en 20 secondes, j'augmente ma charge. Parce que je me dis, OK, je vais chercher le maximum de vitesse que je peux aller chercher sur mon squat. Fait que pour augmenter mon power à ce moment-là, je vais mettre juste un peu plus de charge. Puis je vais recommencer ma progression. Fait qu'au début, peut-être tu vas en faire 12, puis à m'amener 15, puis à m'amener, tu vas réussir à faire tes 20 reps en 20 secondes. Je comprends. Fait que pour moi, c'est pas mal les deux, trois façons principales que tu peux entraîner ta puissance. C'est soit tu prends une charge fixe, tu essaies de la bouger plus vite, soit tu prends une charge fixe et tu essaies de faire le plus de répétitions possible dans un intervalle de temps donné, qui Mhm. va être à peu près la même affaire, ou tu prends une vitesse fixe, mais tu essaies d'augmenter la charge. Fait que c'est pas mal là-dedans. Là.
Si t'es là-dedans, là, tu vas être dans un bon ballpark pour entraîner ton power. Puis moi, je voulais peut-être poser la question parce que là, on parle de mouvement simple ou de mouvement unique, tu sais, entraîner la puissance avec un mouvement, par exemple. Est-ce que... Ben, en fait, toi, c'est quoi ton thinking par rapport à... Je veux dire, il y a mille et une méthodes pour à peu près tout en entraînement. Là, c'est un peu fou le nombre de méthodes, mais une des choses qu'on voit le plus, c'est soit les contrastes français ou les méthodes dans Mhm. ce style-là, tu sais, les triséries avec un mouvement qui est plus en force, un qui est plus en power, puis ensuite un mouvement qui est plus en speed. Où est-ce que ces méthodes-là peuvent fitter dans tout ça? C'est des méthodes qui sont hyper efficaces, mais hyper exigeantes. Donc, qui demandent plus de ressources pour en récupérer. Je le vois un peu comme un Joker card que je vais sortir à certains moments dans ma préparation physique, dans mon plan, puis que je vais pas utiliser durant 12 mois par année. 12 mois par année de contraste, à m'amener, c'est vraiment plus dur pour ton corps d'en récupérer. Mhm. Puis, tu vas pas aller chercher l'effet intéressant du contraste à aussi long terme. Tu vas aller t'en servir comme pour dire, chaque méthode d'entraînement, dans le fond, tu veux la sortir le plus tard possible dans le développement d'un athlète et dans ta préparation physique. Fait que quand tu fais des gains en power avec une méthode qui est simple, ben, t'as pas besoin d'aller chercher des méthodes plus avancées. Ouais. Ça, C'est vrai. je trouve ça bien que tu le dises parce que souvent, un gars qui est au secondaire 4, 5, première, deuxième année au cégep, qui est relativement jeune dans son expérience d'entraînement, veut la meilleure méthode de développement du power là. Tu sais, puis des fois, il y Mhm. a tellement plus de gains, peut-être pas plus de gains, mais il y a tellement de gains à faire avec des méthodes qui sont plus simples, qui vont te permettre un plus grand développement à long terme, peut-être. Je sais Exact. pas Tu veux si. juste pas brûler tes cartes. Tu Mhm. veux garder ton gun loadé, puis tu veux tirer tes balles le plus lentement possible. So, si pour toi, de faire de la force augmente ta puissance parce que tu as des niveaux de force bas, Continue. continue. Fais juste t'assurer d'avoir des trucs à plus haute vitesse un petit peu dans ton training pour t'assurer que tu t'habitues pas athlétiquement à juste bouger à basse vitesse. Mhm. Fait comme le contraste, French contrast, où est-ce que c'est quatre mouvements, aller dans un enchaînement précis ou juste un contraste de force-vitesse. Puis tu sais, il y a un paquet de méthodes que tu peux utiliser. Je veux dire, moi, je le vois vraiment plus comme un joker card pour push the needle quand j'ai un athlète plus avancé ou qui est rendu plus loin dans sa planification. Ou tu pourrais le faire pour essayer de target une adaptation un peu plus précise ou pour t'assurer que justement ton athlète travaille beaucoup en force, soit pas juste dans un pattern au point de vue movement skills, ou est-ce qu'il force en continu et qu'il n'est pas capable de relaxer entre ses actions. Mais Mhm. comme, t'es pas obligé de le faire en contraste. Tu peux attendre, tu peux juste continuer de maintenir ces qualités-là ailleurs dans ta séance, à la fin de ta séance, ou ailleurs dans ta semaine d'entraînement. Puis, puis pour donner, juste pour clore le sujet des contrastes, moi personnellement, je m'en sers peut-être des vrais contrastes, là. Maximum, la plupart du temps, ça va être 2 blocs d'entraînement par année. Fait que 2 mois maximum dans l'année, peut-être 3, dépendamment de l'athlète. Puis est-ce qu'il Fait y a que, des par athlètes exemple, avec qui tu n'utilises pas pantoute des techniques comme ça parce que c'est pas nécessaire dans un off-season? il y a des athlètes avec qui j'en utilise pas pantoute. Des OK. athlètes qui ont le moins haut niveau d'entraînement, qui ont juste besoin de travailler sur leurs basics. Mhm. OK. Cool. Good stuff. Tu des choses autres que tu voulais parler sur l'entraînement du power, peut-être qu'on n'a pas mentionné encore? C'est quand même simple, so, tu sais, juste pour donner les general guidelines, ça va être un peu les mêmes que pour l'entraînement de ta force. Si l'idée, c'est d'augmenter ton max power, ben, il faut comprendre que c'est des mouvements qui demandent un très haut taux de recrutement nerveux. Donc, ça va te demander quand même que tu sois fresh. Puis pour l'entraînement en force, on disait que anywhere from 3 à 5 fois par semaine, dépendamment de l'intensité, Mhm. anywhere from 3 to 5 reps, ça fonctionne. Mais pour l'entraînement de max power, c'est le même principe. Après ça, tu peux le faire aussi avec un peu plus de reps, euh, dans les exemples qu'on vient de donner, ou avec un temps fixe.
Mais comme, c'est pas si compliqué que ça non plus. Un dernier tips que je peux donner, si toi, tu as accès à des bands ou des chaînes dans ton Ouais, gym, ouais. vraiment intéressant comme outil. Vraiment intéressant comme outil parce que ça te force à accélérer plus longtemps ton mouvement. Donc, par exemple, bench avec bands, quand je fais mon mouvement concentrique, au lieu de devoir commencer à décélérer rapidement parce que sinon je vais lâcher la barre, parce qu'il va décoller ou whatever, mais je peux continuer d'accélérer parce que la résistance est de plus en plus grande. Et inversement, les bands, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que la vitesse de ton excentrique, si tu relaxes dans le mouvement, va être beaucoup plus grande que si tu fais juste essayer de descendre rapidement ta barre de bench. Okay. J'ai une question pour toi. Yep. Je sais que c'est similaire, mais je sais que c'est différent, puis j'aimerais ça le comprendre. T'entraîner avec des bands versus t'entraîner avec des chaînes. Techniquement, si on pense à un bench, juste pour qu'on ait un mouvement, qu'on ait tous le même mouvement en tête. Si la charge est la plus légère dans le bas du mouvement, que ce soit des bands ou des chaînes, right? Ouais. La charge est le plus lourde dans le haut du mouvement, autant sur les bands que les chaînes. C'est quoi la différence entre un et l'autre? Tu sais, mettons, moi, je veux les utiliser. Là, comment je décide si là, je suis mieux de prendre des bands ou des chaînes? Parce que apparemment, il y a une certaine distinction entre un et l'autre. Concentrique, fait que quand tu pousses, je suis pas sûr qu'il y a une énorme différence. OK? Dans le sens que dans le bas de ton mouvement, comme tu dis, il va y avoir moins de résistance, puis plus tu montes, plus tu vas en avoir. OK? Tes chaînes, plus qu'il y a des petits maillons qui se retrouvent dans les airs, plus que ça va s'ajouter au poids de ta barre. Un élastique, plus qu'il est étiré, plus qu'il va mettre de résistance sur ta barre. Mais un élastique, une fois qu'il est étiré, Il si veut tu le revenir. relâches, il y a une accélération plus grande que si tu lâches les chaînes. Si je prends, mettons, un set de chaînes, je le lève à la hauteur de ma tête puis je les lâche, la vitesse à laquelle ils vont tomber, ben, ça va être dicté par la gravité. Fait que ça va être accéléré à 9,8 mètres secondes carrés, ça va tomber au sol. Ton élastique, c'est plus rapide que ça. Dépendamment à quel point il est étiré. S'il n'est pas étiré, ça revient au même. S'il est très étiré, ça va accélérer plus. OK. Puis peut-être pour poursuivre puis conclure sur les chaînes, les élastiques, comment est-ce que je devrais décider si ma charge devrait être, exemple, je sais pas moi, un 10 livres chaque barre sur ma barre, mais des élastiques plus raides ou des chaînes plus lourdes, ou j'ai 2 plates sur ma barre puis juste des petits bandes rouges là, qui ont peut-être beaucoup moins de tension. Comment tu choisis ça? C'est quoi la différence entre un et l'autre? C'est une bonne question. Écoute, faut que tu te demandes, est-ce que je travaille plus en max power, dans le sens où est-ce que je veux bouger plus de charge, ou est-ce que je travaille ma puissance dans un spectrum plus rapide? Fait que plus tu vas mettre de charge, moins tu vas bouger vite. Fait que si ton but c'est max power, ben, tu peux ajouter juste un peu de bends, juste pour que tu avoir l'effet d'accélération, plutôt que de mettre beaucoup de bends, si on veut. Ça va fonctionner. Tu vas avoir l'effet physiologique où est-ce que tu vas accélérer. Tu vas avoir l'effet physique plutôt où est-ce que tu vas accélérer le mouvement. Si tu veux travailler vraiment plus en speed, ben là, moi, je pense que tu as avantage à mettre un peu plus de résistance élastique parce que l'effet de décélération plus grande va être de plus grande magnitude à ce moment-là. Si tu veux vraiment travailler en speed, je pense que tu as plus avantage à utiliser des élastiques que des chaînes. Comme ça, la partie du bas va être vraiment rapide, tu vas générer plus d'accélération à travers ton mouvement. Ouais, tu vas avoir un fast eccentric que tu n'auras pas nécessairement avec tes chaînes. OK. Interesting. Honnêtement, ça, c'est des questions que je me posais puis je n'étais pas sûr de comprendre. Fait que merci d'avoir répondu. Puis ça fait vraiment le tour pour l'entraînement de la puissance. Avec tout ce qu'on vient de dire, là, un athlète aurait tous les outils qu'il faut pour commencer à l'intégrer dans ses trainings, puis être sûr d'en faire au moins un minimum dans sa semaine. Si toi, tu sais que tu es fort, mais que tu n'es pas habitué de bouger vite, ben, mets juste plus de temps dans les méthodes qu'on vient de parler. Essaye de le faire à plusieurs niveaux, plusieurs vitesses. C'est là que tu vas avoir le plus de résultats. OK. There you go. Good stuff. Good episode. Merci. Merci à tout le monde qui a écouté jusqu'ici. Sur ce, on se reparle la semaine prochaine. Peace! Peace! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire.
va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.